Troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la RDC. La RDC qui tient sa présidentielle le 20 décembre 2023. Alors, nous étions en train de parler de la question sécuritaire, mais avant que vous ne poursuiviez, M. Timba, je vous propose d'écouter ce que certains de vos compatriotes attendent du prochain président. Nous avons vraiment beaucoup d'attentes sur les gens qui sont comme candidats aujourd'hui. Étant congolais, nous voulons tout simplement avoir une personne qui aura quand même, qui sera à la mesure de pouvoir gérer ces pays avec des idées nouvelles. Parce qu'aujourd'hui, nous ne voulons pas une personne qui n'a pas le patriotisme. Nous ne voulons pas les gens qui volent l'argent de l'État pour s'enrichir. Mais nous voulons plutôt une personne qui aime le pays, qui aime l'avancement de ces pays, qui sera vraiment un président et qui va laisser des empreintes pour que demain qu'on puisse aussi parler de lui. Les ententes, c'est que nous, puisqu'il venait déjà de commencer, la restauration de l'autorité de l'État, la bonne gouvernance et bien entendu la défense de l'intégrité territoriale, nous osons croire qu'une fois réuni, il poursuivra cette lutte qui est celle de la bonne gouvernance, la restauration de l'autorité de l'État, assez compris la défense de l'intégrité territoriale. La réunification du pays, c'est ce qui est important. Vous savez que l'Est de notre pays, nos frères et sœurs qui habitent l'Est souffrent depuis un temps. Nous voulons qu'ils puissent réorganiser l'armée. Nous voulons qu'ils puissent revoir les sociales de la population, afin que les choses puissent aller de l'avant. Aujourd'hui, nous avons la gratuité de l'enseignement. Il faudrait que cette gratuité-là qui est effective devienne réellement effective et que l'enseignant qui enseigne puisse avoir son salaire. Il y a la gratuité, oui, mais il y a ceux qui enseignent qui souffrent des fois. Mais nous voulons que les sociales vraiment reviennent vraiment comme son cheval de bataille. C'est une très bonne chose et surtout la réunification de notre pays. Le député national qui s'est exprimé dans l'élément qui vient de passer est revenu sur la question de la réunification. Il parle même de réunification de votre pays. Vous étiez en train de nous expliquer les stratégies mises en œuvre pour précisément réunir votre pays, puisqu'il dit que vos frères et sœurs qui sont à l'Est dans votre pays souffrent notamment de l'insécurité. Merci beaucoup. La première des stratégies était celle d'instaurer l'état de droit, l'état de siège dans les deux provinces de l'Est de la République. Et c'est à partir de cet état de siège que plusieurs choses ont été révélées. La deuxième chose, c'était de former une armée capable de faire face à tous ces mouvements rebelles qui sévissent pendant un certain moment à l'Est de la République. Et moi, je crois que parmi les premières préoccupations du chef de l'État, il y a d'abord celle-là. Donc, aujourd'hui, je vous ai dit, il y a plus de 30 000 jeunes qui sont disposés à défendre leur pays et qui sortent de formation militaires avec des moyens adéquats. Maintenant, là, il est question, parce que pour déclarer une guerre, moi, je sais que vous savez, comme nos camarades qui sont ici, savons que pour déclarer une guerre, il faut épuiser plusieurs tentatives de... Sauf en cas de légitime défense. Non, mais s'il vous plaît. Nous sommes en légitime défense. Nous, on ne déclenche pas une guerre, on se défend. Je comprends. Article 51, Charte des Nations Unies. Aujourd'hui, quand on parle du M23, en vrai, on ne parle pas du Rwanda. Ça veut dire qu'on sous-attend que ce sont des Congolais qui sont en train de faire une rébellion chez eux. Non, votre président... S'il vous plaît, j'arrive, c'était ça. Okay. Mais aujourd'hui, d'accord. Entre autres, parmi ces tentatives, c'est ce qui a permis au gouvernement congolais de déduire et de pointer du doigt le Rwanda, c'est le Rwanda qui est en train de nous agresser. Kevin Maïzo. Mais pour déclencher, c'est pourquoi je vous dis, la guerre est là, la guerre sera là, et je pense qu'il y a l'ultimatum. Il faudrait que les forces négatives du M23, soutenues par les Rwandais, puissent déguerpir avant la fin de l'ultimatum. L'ultimatum a pris fin, et je crois que si nos amis sont sincères, ils vont comprendre qu'il y a des localités, entières qui sont en train d'être délogées. Ça fait plusieurs fois que des ultimatums ont été donnés, mais c'est ça ce que j'ai dit. Cette fois-ci, je crois que c'est la dernière. On a bien compris votre propos très rapidement. Kevin Maïzo, mais ce que dit M. Timba, il y a quand même de la pertinence dans ce qu'il dit. C'est-à-dire, votre pays, quand on est en train de parler d'un pays qui fait plus 1 200 000 km². 2 300 000 km².
Après l'Algérie, c'est le plus grand pays du continent. Vous ne pouvez pas effectivement pacifier un tel territoire si vous n'avez pas l'armée qu'il faut. Et il dit, le président met en œuvre une politique à la fois de recrutement et de formation d'une armée de façon à pouvoir pacifier ce pays. Mais que ça a besoin du temps. Je vous donne des faits. S'il vous plaît. Le sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de maintien de paix, M. Jean-Pierre Delacroix, est venu à Kinshasa. Il a remis à M. Tshisekedi la liste des 65 officiers supérieurs congolais, entre guillemets, impliqués dans la guerre à l'Est. Il n'a jamais agi. Qui sont dans l'armée congolaise? Oui, oui, oui. 65 officiers oui. congolais. Enfin, congolais ou rwandais, mais qui sont vraiment dans l'armée congolaise. Donc Félix Tshisekedi est le commandant suprême, il n'a jamais agi. Deuxième fait. M. Tshisekedi a procédé à une nomination au sein de l'armée. Il a reconduit des gens accusés des exactions très graves, dont certains soupçonnés d'être des anciens de l'armée patriotique rwandaise. Ça, ce n'est la faute à personne. Le numéro 2 du pays, le président de l'Assemblée nationale a dit que nous n'avons plus accès au fleuve. Parce que tout autour de Kinshasa, c'est presque la guerre civile. Il y a un mouvement qu'on appelle Mobondo. Le président de la République fait des fêtes tous les samedis à Kinshasa. Chez lui, avec le groupe de Jibempiana qui se trémousse, il y a la guerre, je vous dis bien, derrière l'aéroport de Kinshasa. Vous savez combien de morts il y a? Il y a encore un territoire pour la balkanisation, un territoire qu'on appelle Minembwe à l'est, créé illégalement par des personnes d'origine rwandaise. Ce territoire est plus grand que le Rwanda. Il suffit d'une signature pour que ce territoire n'existe pas. Et pourquoi il ne le fait pas selon vous? Parce qu'il est arrivé au pouvoir par un recel de fraude électorale. Il est tenu par la barbichette par ceux qui l'ont mis au pouvoir, notamment Paul Kagame, et il ne peut rien contre lui. Il a parlé depuis longtemps. Alors, il faut notre ami n'est pas connecté. Si vous permettez, Richard, la question de Mirembo vient d'être traitée. Richard, pour ne pas se perdre, je veux quand même vous relever quelques faits importants. Parce qu'on dit qu'on n'a pas d'armée. Non, on a une armée. Qui a des problèmes, qui est infiltrée, ça c'est un fait. Mais je dois rappeler que l'armée rwandaise, c'est près de 30 000 hommes. En RDC, c'est 130 000 personnes. Je dois vous rappeler que le 1-23, ce n'est même pas 5 000 personnes. C'est quand même important de relever cela. Parce que quand on discute ici, on discute en l'air, on dit des choses en l'air sans mesurer la portée de ce que l'on dit. Donc, si on veut vraiment... On a parlé des forces obscures. J'ai parlé beaucoup ici des forces obscures. Au-delà du Rwanda et de l'Ouganda. Si on veut régler... Je veux lui répondre, lui donner un peu de matière, parce qu'il parle de l'Ouganda, un autre pays qui a soutenu le 1-23. Qui a soutenu le 1-23 et qui est l'un des créateurs du 1-23. C'est ce que j'ai dit. Et je tiens à vous rappeler qu'au moment où on se parle, le Congo est allié à l'Ouganda au sein de la force de l'EAC qui s'est déployée à l'est du pays, qui ne fait rien contre le 1-23. Et nous sommes alliés avec l'Ouganda dans l'opération Ouija en Ituri. L'Ouganda qui soutient certains groupes armés à l'est de la RDC. Pourquoi on ne rompt pas avec l'Ouganda? Simplement parce que Félix Tshisekedi a compris, et je peux le comprendre, il s'est mis à dos le Rwanda, il ne peut pas se mettre à dos l'Ouganda, ça fera un peu trop pour son pouvoir et pour la gestion de la question de l'Est. Il n'en demeure pas moins que cette configuration rend difficile tout retour à la paix à l'Est du pays. Mais pour revenir à la question de l'armée, la raison pour laquelle aujourd'hui nous n'arrivons pas à chasser le 1-23, parce que c'est la même armée congolaise, je rappelle, dirigé par un certain Mamadou Ndala, le colonel Mamadou Ndala, qui avait chassé l'M23 avec le soutien de la brigade spéciale de la MONUSCO en 2012-2013. C'est la même armée congolaise, ce n'est pas une autre armée. Comment se fait-il que cette armée, qui est 10 fois ou 20 fois plus nombreuse que l'armée rwandaise et encore plus que l'armée de l'M23, soit incapable de régler la question? C'est ça la vraie question. Je vais poser la question que notre ami spécialiste nous réponde par rapport à la déclaration de M. Guterres, qui avait déclaré, comme pour dire que non, les Nations Unies n'ont pas les mêmes moyens en termes la MONUSCO n'avait pas les mêmes moyens par rapport au M23. Oui, votre question. Il a parlé de moins de 5 000 hommes, mais avec des moyens, je ne sais pas quelle sorte de moyens. Ils n'ont pas de moyens. C'est là où les Congolais attendent assez de moyens. Parce que à la base, la mission de la MONUSCO, c'était pas de... Je vais vous expliquer une chose d'abord, parce que vous avez raison de poser votre question. La première chose qu'il faut savoir, je vous ai dit que le 1-23, ce n'est pas plus de 5 000 hommes. Le 1-23 est épaulé par les forces spéciales rwandaises et les forces de défense rwandaises. Mais pas seulement. Non, j'arrive. Essaie d'aller un peu de là. Il y a encore qui se le... Je demande à notre spécialiste de le dire.
J'arrive. Mais pourquoi il existe? Non, mon frère, j'ai écrit des livres sur l'implication des grandes puissances. Écoutez-moi. Le monde entier est en train prenez juste le temps. Expliquez-nous, parce que vous connaissez plus. Là, on a bien compris. Non, prenez juste le temps. Prenez juste le temps de m'écouter, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le 1-23, si nous n'arrivons pas à vaincre le 1-23, le même 1-23 que nous avons vaincu en 2012, c'est parce qu'il y a un problème structurel au niveau du haut commandement de l'armée, c'est tout. À part l'armée rwandaise et à la limite, dans une certaine mesure, les Ougandais, personne n'est derrière le 1-23. Maintenant, la question de savoir, Richard, comment se fait-il que les armées étrangères qui sont présentes à la demande de M. Tshisekedi à l'est du Congo soient incapables de régler la question, elles qui sont venues épauler la RDC? C'est parce qu'il y a une illisibilité, une incohérence dans le haut commandement de l'armée congolaise. C'est ça le Il y avait un malentendu au début, et ce malentendu a été disculpé, et les choses sont en train de se normaliser. La question sécuritaire, je parle et je garantis au peuple congolais que bientôt, il n'y aura plus l'histoire M23. On le souhaite. Le souhaite. Alors, les M23... un dernier point très rapidement, Kevin Maïzo, mais ça vaut pour vous. Oui. Votre pays, le Congo, votre pays, la RDC plutôt, c'est le premier fournisseur au monde du cobalt. Tout à fait. C'est le troisième producteur du cuivre au monde. Oui. Et le premier de coltan. De coltan. Je ne parle même pas encore du pétrole, du bois, de l'or, du diamant, etc. Oui. Et pourtant, 2022, c'est un rapport de la Banque mondiale qui dit 62% de vos compatriotes vivent dans la pauvreté. Merci. Un Congolais subsiste dans l'extrême pauvreté aujourd'hui. C'est 60 millions. Hein. Oui. 60 millions de Congolais vivent dans l'extrême, dans la pauvreté avec un pays aussi riche. Comment vous expliquez ça? Vous êtes tous des intellectuels ici, à cet table. Comment comprenez-vous et expliquez-vous ce paradoxe? Très rapidement, on est à la fin de notre émission. Merci beaucoup. Je vais revenir sur mes propos ici. J'avais dit ici que quand le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il avait trouvé un pays à l'agonie, au fond du trou. Et il est en train de se battre pour relever ce pays et le remettre sur les rails. Il est en train de poser les jalons. Il est en train de réfléchir comment terminer, comment faire face à la misère du monde. Aujourd'hui, le président Félix est en train de créer une nouvelle économie. Parce que l'économie qu'il avait trouvée est entre les mains des individus, entre les mains d'un clan. Bon, moi, en une phrase, on a bien compris. En une phrase, je dirais que quand il est arrivé au pouvoir, il a trouvé beaucoup de réserves d'échange qu'il a décimé. 800 000 aujourd'hui. Il a fabriqué, millions et quelques. Il a fabriqué quelques millionnaires dans son entourage. La cohésion nationale est dans l'eau parce qu'il nous a ramené un tribalisme abject et que ce n'est pas à la fin, à 2 mois de la fin de son mandat, qu'il va remplir son slogan « Le peuple est d'abord » parce qu'on n'a rien vu. Et Patrick Mbeko, très rapidement, pour quelques secondes seulement, il y a des pays où la pauvreté est normale, naturelle, parce qu'ils n'ont rien. Le sous-sol n'a rien, c'est des pays, peut-être que le thé ou des fleurs à vendre. Mais là, votre pays, le sous-sol est rempli de richesses. Comment expliquez-vous la pauvreté des Congolais? C'est tout juste, il y a 2 questions, c'est l'absence de vision et le grand problème de la corruption qui est devenu endémique et même cancérigène dans ce pays. Merci. Merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre et restez fidèles au programme de l'NCA, la nouvelle chaîne africaine. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Plaisir.